Merci beaucoup. On accueille quelqu'un qu'on aime beaucoup chez West Valley parce qu'on a eu la chance de travailler avec elle ces derniers mois. C'est Saba Moumesla. Saba qui est avocate en droit des affaires et particulièrement spécialisée sur les startups. Donc parmi les fameux 7 dossiers et 7 investissements de West Valley en septembre, Saba a travaillé sur plusieurs d'entre eux. C'est fait avec beaucoup de sérieux. Le fonds est encore ouvert. Vous pouvez venir. Et Saba a travaillé avec nous là-dessus. Et Saba elle est surtout spécialisée en legal tech. C'est une des personnes qui connaît très bien ce monde-là, c'est-à-dire toutes ces startups qui travaillent dans l'univers du droit. Un nouvel Eldorado, c'est ce qu'on avait mis comme nom de la conférence. Et donc, je laisse à vous expliquer un petit peu en quoi cet univers va être bouleversé dans les années à venir. Et puis après, on lui posera quelques questions. D'accord. Alors merci à tous. Et si je peux prendre quand même juste 30 secondes, je sais que notre temps est limité, mais en fait, je voulais te dire quelque chose qui m'a énormément surpris, que j'ai appris il y a 48 heures. En fait, j'avais ma mère au téléphone il y a 48 heures et je lui disais que je venais à Brest. Et elle m'a donné une information dont j'étais vraiment, pour le coup, je t'assure, dont je n'étais absolument pas au courant. C'est que en fait, j'ai des petites origines bretonnes, en fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai une partie de mon histoire qui se situe en Bretagne, puisqu'elle m'a dit, je ne sais pas si tu sais, mais ton grand-père, quand il est arrivé en France, il est arrivé à Quimper. Ce que je savais pas, puisque effectivement, moi, mon grand-père vivait en Haute-Provence. Donc maintenant, je pourrais répondre effectivement, quand on me dira que j'ai un caractère un peu têtu, que ça vient certainement de mes origines bretonnes et de mon histoire un peu bretonne. Ça doit être ça. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point aussi que je voulais aussi dire aujourd'hui, c'est que moi, j'ai toujours considéré effectivement le net et le digital comme un fabuleux processus de démocratisation. Je crois beaucoup en fait dans la présence du net pour faire émerger les territoires. Et très sincèrement, je suis vraiment ravie aujourd'hui de travailler avec vous et vraiment, je voudrais saluer votre initiative avec la West Web Valley et tout ce que vous faites en Bretagne, parce que je crois que c'est une opportunité aussi pour les territoires de se saisir de ces problématiques-là. Moi, je suis pas pour que la France, on ait effectivement une France à 4 vitesses et qu'évidemment, aujourd'hui, cette révolution technologique puisse connaître l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est un petit point aussi effectivement que je voulais vous dire. Donc maintenant, je vais effectivement passer à ma présentation du jour. Voilà, avec ma fameuse télécommande. Donc, comme vous pouvez voir, effectivement, aujourd'hui, moi, on m'a posé une question qui était assez intéressante. Très sincèrement, je pense que si on m'avait posé cette question il y a 2 ans, j'aurais pas répondu de la même façon. Alors, on le sait, je crois qu'on l'a dit depuis 48 heures, pas mal, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a une vraie révolution technologique qui bouleverse l'ensemble des pans de la société. Ce qui est assez intéressant dans l'écosystème start-up, et on voit là qu'il est complètement à maturité, c'est qu'il arrive sur des terrains et sur des marchés là où on les attendait pas. Donc si on prend par exemple la Civitech, je suis pas sûre qu'il y a quelques années de ça, on pensait qu'on allait avoir effectivement des legal tech, enfin des start-up dans ces domaines-là. La clean tech également. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte aussi que la start-up, elle intervient de plus en plus sur des marchés compliqués, notamment des marchés réglementés. Et là, effectivement, vous voyez l'essor de la fintech et de la medtech. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, ce que moi je vais vous parler aujourd'hui, c'est la legal tech, parce que la legal tech, on n'en parle pas beaucoup. Or, c'est un vrai marché aujourd'hui en France. Je vais revenir rapidement, en fait, j'ai été un peu trop vite. Voilà, sur le marché de la legal tech, je peux d'ailleurs arriver directement sur ce terrain-là, effectivement. Donc, le marché de la legal tech, c'est, par exemple, aux États-Unis, 740 millions de dollars effectivement de levée depuis 2011 pour la legal tech. Et ça concerne un marché de 400 milliards de dollars aux États-Unis. On a à peu près 500 startups aux USA qui ont été répertoriées depuis 2016. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'en France, en fait, le marché de la legal tech, il existe depuis 2015, en fait. On a eu une première legal tech qui est arrivée sur le marché français, qui s'appelle Captain Contrat, dont je vous parlerai tout à l'heure. On a un marché, en fait, très récent. Et pour autant, en 2 ans, on est passé de 1 à quasiment 100 legal tech. Et ça, c'est quand même un point assez intéressant. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'on a eu une première levée de fonds assez importante, qui est effectivement la levée de fonds qui a été faite l'année dernière par Doctrine.fr. Donc Doctrine.fr, en fait, c'est tout simplement en fait une start-up qui a décidé effectivement d'utiliser l'intelligence artificielle et le prédictif pour nous permettre peut-être demain de pouvoir avoir accès à des décisions de justice, en fait, à des plus que des décisions de justice, parce que l'idée en fait de Doctrine.fr, c'est que, vous le savez, on le dit pas beaucoup, mais nous, notre métier d'avocat, c'est beaucoup de temps pour la recherche, et c'est aussi beaucoup de temps pour l'analyse en fait, et notamment des décisions de justice. C'était un marché qui était quasiment détenu par des éditeurs depuis des dizaines d'années. Et l'idée de Doctrine.fr a été de se dire, aujourd'hui, on va pouvoir libéraliser ce marché en donnant, avec la technologie, notamment l'intelligence artificielle, des réponses beaucoup plus précises et beaucoup plus rapides, ce qui fait que peut-être demain, je pourrais poser une question beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide, au lieu de taper mes 10 mots-clés qui va me donner 400 jurisprudences que je vais devoir analyser pendant des jours. J'aurais peut-être effectivement la possibilité, grâce à Doctrine.fr, de pouvoir avoir
ma réponse immédiate avec une décision de justice qui sera appropriée à mon cas. Donc effectivement, là, c'est une des legal tech qui est assez importante. Ce qui est aussi intéressant dans le marché de la legal tech, c'est qu'on se rend compte que en fait, le marché de la legal tech en France est plutôt diversifié, puisqu'il reprend l'ensemble en fait des problématiques et des sujets que nous rencontrons et que dans le métier d'avocat. Donc ça va de l'information juridique. Donc vous avez effectivement des startups qui ont décidé effectivement de donner accès de manière beaucoup plus simple et de manière, je dirais, beaucoup plus de démocratiser en tout cas l'accès à l'information juridique. On le sait, la formation juridique est une donnée qui est souvent pas très lisible. Et donc voilà, on a également, alors d'ailleurs les domaines les plus importants, c'est le domaine contractuel. Là, on a énormément de startups qui se sont mis sur le marché-là et qui consistent en fait, alors ça va de la rédaction de votre contrat jusqu'à la signature de votre contrat. De la même façon, grâce à des algorithmes, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à tous ces procédés que vous connaissez très bien dans d'autres domaines, eh ben, on va pouvoir évidemment peut-être demain pouvoir rédiger des contrats de manière beaucoup plus rapide. Vous avez aussi alors le marché du contentieux, et ça c'est quand même assez intéressant parce que je crois que c'était un des marchés les plus compliqués en fait à intégrer. Donc le contentieux, c'est quoi ? C'est effectivement toute la partie judiciaire de notre activité. Donc c'est aller s'occuper de résoudre des litiges, c'est aller plaider des dossiers, ce genre de choses. Donc là, effectivement, on a aussi pas mal de startups qui se sont mis sur cette activité. Je développerai un peu tout à l'heure. Et puis après, on a effectivement des startups qui ont aussi décidé de s'emparer de questions de gestion de cabinet, de facturation, toutes ces problématiques-là qui nous prennent aussi beaucoup de temps, nous, en tant qu'avocats. Alors, je vais peut-être aller... Oups, j'ai été un peu vite. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Je ne sais pas. Oui. Super, c'est plus efficace que moi. Alors du coup, effectivement, si on reprend par exemple le marché de la legal tech et des contrats, je vous ai mis quelques exemples. C'est que quelques exemples, mais c'est effectivement assez important et assez intéressant. Donc si on prend par exemple l'exemple de Captain Contrat, qui était la première start-up qui est arrivée sur le marché français en 2015, elle, son idée, c'était quoi ? C'était effectivement de pouvoir, grâce à un système d'algorithmes, de pouvoir effectivement automatiser les processus contractuels avec la mise en relation dans un second temps avec un avocat, puisque je l'ai pas dit parce que ma slide a été trop vite tout à l'heure, mais une des contraintes en fait du marché du droit, c'est qu'on est une profession réglementée. Et ça, c'est quand même un point important qu'il faut retenir, c'est que personne d'autre aujourd'hui que des avocats peuvent donner à proprement parler du conseil. C'est-à-dire que si demain une start-up décidait effectivement de faire à proprement parler du conseil, elle serait en exercice illicite de la profession. Ce qu'a fait Captain Contrat, par exemple, pour effectivement éviter d'être dans l'exercice illicite de la profession, c'est qu'elle a prévu une plateforme qui mettait en relation évidemment donc des clients avec des avocats directement et qui pourront personnaliser le document et vraiment donner cette prestation de conseil. Et alors Captain Contrat, alors c'est notre modèle français, mais en fait elle a fait en fait que dupliquer un modèle américain qui s'appelle Rocket Lawyer. Et là c'est assez intéressant parce que j'ai peut-être un mot à dire sur ça, mais c'est assez intéressant parce que Rocket Lawyer, ce qu'il a fait, vous savez, c'est les Américains, ils se sont dit en France c'est toujours très compliqué, donc on va d'abord laisser les Français s'attaquer à ce marché. Ce qu'ils ont fait. Puis quand ça s'est un peu libéralisé, ils sont arrivés. Et donc depuis 6 mois, ils sont sur ce marché. Il faut savoir que Rocket Lawyer, c'est un mastodonte américain. C'est des gens qui pèsent des plusieurs milliards de dollars en valorisation. Et ils sont aujourd'hui sur le marché français. Donc ça risque peut-être de changer un peu la donne de nos petites startups, en tout cas, qui ont un peu dupliqué les modèles. Ce qui est assez intéressant, c'est que, alors du coup je vais aller très vite, puisque effectivement il me reste pas beaucoup de temps. Sur la legal tech et les contrats, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez 2 types de legal tech. Vous avez celles qui sont appliquées à la production de la production contractuelle. Ce qui est super intéressant, moi je trouve, c'est la deuxième partie, c'est celle qui va s'intéresser à l'analyse contractuelle. Parce que vous savez que nous, on passe beaucoup de temps, on le sait pas assez, à analyser des documents. Je vais vous donner un exemple concret. L'année dernière aux États-Unis, dans l'affaire Volkswagen, on a eu plusieurs centaines de milliers de mails qui ont été analysés dans un dossier. Et ça, effectivement, c'est notre travail quotidien. Ce qui est intéressant sur ces startups-là, et moi, je soutiens beaucoup cette partie-là, c'est qu'aujourd'hui, on a des startups qui ont vocation, éventuellement, à nous aider, en fait, à analyser cette masse de documents et qui permettra certainement, dans un second temps, d'améliorer notre qualité de service et certainement de passer beaucoup moins de temps et donc de vous coûter beaucoup moins cher. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc ça, c'est effectivement sur la legal tech contrat. Alors, rapidement, sur la legal tech et contentieux, là aussi, on a pas mal de startups qui se sont mis sur ce marché-là. On peut les diviser en 3. Vous avez celles qui ont pris l'initiative de résoudre les litiges en ligne. Donc vous avez plusieurs plateformes qui vous permettent effectivement aujourd'hui, notamment face à Arbitre, Itjust, de résoudre directement vos litiges en ligne. Donc c'est de la justice privée. Vous allez pouvoir demain, quand vous avez un conflit avec votre actionnaire,
peut-être pouvoir aller sur cette plateforme sans passer par un magistrat. Donc là, effectivement, c'est assez disruptif. Vous avez aussi, effectivement, alors toutes les procédures en ligne. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple, Demander Justice, qui est une des plus célèbres, qui a été pas mal attaquée d'ailleurs, et qui là donne la possibilité de saisir directement une juridiction à travers leur plateforme. Et la troisième catégorie, c'est l'analyse de jurisprudence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est toutes ces startups qui utilisent le prédictif, qui utilisent l'intelligence artificielle pour peut-être demain vous dire à vous que il faudra saisir telle juridiction, telle chambre, parce que arithmétiquement, on sait que les décisions sont beaucoup plus favorables quand vous saisissez cette chambre. Donc tout ça pour vous dire qu'on a quand même aujourd'hui un marché de la legal tech en France assez important, assez mûr et qui évidemment bouleverse nos activités. On peut peut-être aller à la slide suivante pour éviter que je saute des slides. On peut aller à la slide suivante. Ça, c'est effectivement quelques legal tech qui concernent effectivement d'autres pans d'activité. Ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'estime en tout cas, je suis aussi aujourd'hui fondatrice d'une structure, d'un cabinet d'avocats, Revability, qui essaye aussi de faire de l'innovation, que c'est une véritable opportunité pour nous. Ce qu'on ne dit pas assez, en fait. Je pense qu'effectivement, l'arrivée de ces nouvelles technologies nous permettra ces trois choses, en fait. Donc, nous permettront certainement d'être plus transparents et plus attractifs dans nos coûts et dans nos prix. Elle nous permet aussi de repenser la relation client. Peut-être que demain, effectivement, votre avocat, vous allez avoir une relation réinventée parce qu'il travaillera plus comme avant. Vous le verrez peut-être moins sur les tâches à faible valeur ajoutée. Vous le verrez peut-être sur des pans d'activité que vous ne connaîtrez dont on n'imagine pas encore aujourd'hui, mais qui seront certainement là demain. Et surtout, évidemment, nous permettre à nous, en tant qu'avocats, de nous concentrer sur la plus-value de notre métier, qui est nos tâches à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire la personnalisation, l'analyse. Et ça, effectivement, c'est quand même un point extrêmement intéressant. On peut aller à la slide suivante, si vous voulez. Donc oui, effectivement, moi je pense qu'on aura tous ces impacts-là. Donc ça va nous permettre de repenser effectivement nos rythmes de travail. Vous savez qu'on est un métier où on travaille beaucoup, et on nous le reproche beaucoup, que effectivement ça prend du temps de traiter un dossier. Donc là, on va peut-être pouvoir aussi travailler autrement. Et c'est une vraie opportunité. On va acquérir de nouvelles compétences. Il y a de plus en plus en fait de prise de conscience, notamment dans le domaine des avocats et pour les juristes du futur. On sait qu'on pourra plus les former comme aujourd'hui parce que peut-être que les petites tâches à faible valeur ajoutée qu'on confie à des débutants, on leur confiera plus ces tâches-là. Donc c'est important aussi pour la nouvelle génération aujourd'hui de se former à de nouvelles compétences. Donc vous avez aujourd'hui des avocats, des élèves avocats qui apprennent à coder, par exemple. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Et puis évidemment, moi j'estime que ça doit aussi remettre en cause, et ça remettra en cause nos business models. On peut aller à la slide rapidement suivante. C'est un peu notre positionnement. Je vous en parle aussi rapidement parce qu'au fond, Revability, c'était un peu ça. C'était de prendre en considération toutes ces avancées-là pour revoir le modèle économique d'un cabinet d'avocats. Donc chez Revability, par exemple, nous, on a pris la décision d'essayer de fonctionner à coût fixe, donc de changer de modèle de facturation à l'heure. On n'est plus effectivement sur le modèle qu'on a depuis des cinquantaines d'années, qui est faire une facturation au temps passé. On a pris aujourd'hui le challenge et le défi de se dire que grâce aux nouvelles technologies, demain on arrivera à l'équilibre de notre modèle économique, puisqu'on pourra peut-être passer beaucoup moins de temps et on vous facturera moins. Donc on peut aujourd'hui rendre le coût juridique prévisible, ce qui est quand même en réalité une vraie révolution. Je ne pense pas qu'effectivement la révolution, notamment dans les métiers de service, soit technologique. Je pense qu'elle sera évidemment sur le plan du service, et que pour moi c'est une des révolutions en tout cas de repasser à un modèle à coût fixe. Alors effectivement, il faut changer nos business models. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pris la décision de plus faire payer mes locaux, de changer de manière de travailler. Je travaille aujourd'hui dans une workplace hyper intéressante, et je permets aujourd'hui à mes clients d'avoir une relation qui est différente. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. L'idée, c'est aussi de peut-être créer le premier cabinet d'avocats collaboratif. Vous allez avoir effectivement aujourd'hui des avocats qui vont pouvoir travailler, pourquoi pas en Bretagne d'ailleurs, je serais ravie de travailler avec des gens ici, de manière collaborative à travers toute la France grâce à tous ces outils-là. Donc voilà, j'ai été rapide, j'espère que j'ai pas parlé trop vite et que je vais pouvoir du coup répondre à tes questions. C'était très très bien. Moi j'aurais une simple question, c'est que quand il y a des révolutions comme ça, surtout dans des métiers, on va dire, qui peuvent paraître un petit peu sclérosés, ou en tout cas sur lesquels il y a eu beaucoup de rentes, on va pas s'en cacher, sur certains pans du droit, le système se révolte, a un petit peu du mal. Alors qu'en pense l'ordre des avocats aujourd'hui de tout ça? Est-ce que c'est des innovations qui vont passer facilement et qui vont être facilement adoptées? C'est tout à fait intéressant, ça faisait partie d'une slide que j'ai pas là, mais c'est important effectivement. Il faut savoir que
aujourd'hui, on aurait pu se penser est-ce qu'on n'allait pas rater le rendez-vous en fait avec cette innovation. Il faut savoir qu'on a une chose déjà, c'est qu'on a la loi. On a une loi Macron qui est intervenue il y a à peu près 1 an et qui a décidé déjà de faire bouger les lignes et de faire bouger les choses, certainement parce qu'elle souhaitait anticiper nos révolutions auxquelles il fallait qu'on soit un peu plus armés. Donc par exemple, la loi Macron aujourd'hui va nous permettre de pouvoir créer des sociétés commerciales et notamment d'accueillir dans le cadre de notre actionnariat des actionnaires éventuellement privés, enfin pas privés, en tout cas pas sur notre structure d'avocat, mais sur des structures, des filiales qui nous permettront de faire autre chose que notre exercice professionnel. Donc la loi Macron, elle a déjà effectivement franchi ce premier pas. Alors, qu'ont fait les ordres? Eh bien, évidemment, ils ont dû s'adapter. Et alors, sur le marché parisien, mais il n'y a pas qu'à Paris, au fond, c'est une vraie prise de conscience depuis 1 an et demi. C'est-à-dire j'ai jamais eu autant de vues, de conférences de l'ordre sur l'innovation et le droit. On a créé le premier incubateur juridique à Paris, des avocats. Cet incubateur a été dupliqué aujourd'hui à Lyon, à Marseille et pourquoi pas peut-être demain ici, pour justement faire prendre conscience aux avocats de cette révolution qu'on allait connaître. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'ordre, elle avance énormément sur ces problématiques-là. Alors évidemment, nous, on est tenus par une déontologie, on a des contraintes. Moi, je peux en parler parce que moi, j'ai eu des contraintes. La plus grosse contrainte aujourd'hui, quand on est avocat et qu'on veut être entrepreneur, c'est le financement, en fait. Puisqu'en fait, effectivement, on ne peut pas aller lever des fonds, par exemple. Donc moi, si demain, je veux créer de l'innovation, c'est ce que je fais depuis 2 ans, et ben, je suis obligée de financer ça sur mes deniers personnels. Et donc, évidemment, ça va un peu moins vite, la croissance interne. Hein. Ça, c'est pas nouveau, on le connaît bien dans l'écosystème start-up. Mais ça, c'est une vraie contrainte. La deuxième contrainte, mais qui a évolué notamment grâce à l'Europe, c'est qu'effectivement, on a une déontologie assez lourde. Il y a 1 an de ça, on n'avait pas le droit de faire de la publicité. Donc, c'est effectivement, on reproche souvent aux avocats de pas suffisamment de pas avoir de transparence. Mais il faut savoir que nous, on était jusqu'à 1 an et demi de ça, dans l'impossibilité de faire de la publicité, donc de parler un peu nous. Et du coup, effectivement, on n'est pas hyper à l'aise avec ça. Et ça fait partie des choses qui évoluent et qui vont continuer à évoluer, mais encore, ça c'est sûr. Bon sens. Donc on va remercier Sabin, merci d'être venu. Merci. Et nous avoir accompagnés ces 2 jours. Et sans plus attendre, on va accueillir une autre, cette fois-ci une start-up, même si Saba est une forme de start-up. Et donc, je vais demander, si je ne m'abuse, à Baudouin de venir sur scène, de venir me rejoindre. Si je ne fais pas d'erreur, c'est bien ça. Baudouin, Verken et Dominique Chouffard de la SNCF. You already got me now.